Ils ont dit que son père ne lui avait rien laissé. Mais lorsque la pelle a heurté du métal à 1 mètre sous le sol de la grange, Harper Lane a su que ce n'était pas vrai. Le bruit sourd a résonné dans la nuit calme tandis qu'elle balayait la terre meuble, révélant une surface métallique verte. Un coffre-fort de qualité bancaire, poli et récemment huilé. Le sol autour était mou, remué, trop frais pour être resté intact pendant des années. Quelqu'un l'avait enterré à la hâte. Son père était décédé 3 jours plus tôt, laissant derrière lui des factures impayées et une vie de mauvais choix. L'avocat de la famille, Curtis Malone, avait fait glisser les documents de saisie sur son bureau avec une compassion feinte, expliquant que le ranch n'avait aucune valeur, sa dette étant plus lourde que ses terres. Pourtant, en traversant la vieille grange, Harper vit quelque chose qui ne cadrait pas avec cette histoire. Des traces d'outils frais sur les poutres, des boulons neufs dans les supports, un tracteur bien plus récent que tout ce que son père possédait lorsqu'elle était partie à l'université. Quelqu'un avait investi de l'argent dans cet endroit tout en prétendant qu'il tombait en ruine. Agenouillé dans la terre, Harper essuya le reste de la saleté sur la surface du coffre-fort. 3 lourds cadrans à combinaison brillaient sous sa lampe torche, chacun tournant sans à-coups, comme s'ils avaient été graissés quelques jours auparavant. Les charnières brillaient faiblement d'huile. Ce coffre-fort n'était pas resté immobile, il avait été déplacé. Elle leva les yeux vers les planches au-dessus de la fosse. Plusieurs avaient été arrachés brutalement et cloués à nouveau, les marques étaient inégales, faites à la hâte. Quoi qu'ait fait son père, cela avait été fait dans la précipitation. Quelques jours avant sa mort, voire quelques heures. Elle sortit son téléphone pour appeler Malone, puis hésita. Si son père avait caché cela juste avant de mourir, c'était pour une raison. Peut-être que les réponses se trouvaient à l'intérieur. Ou peut-être que l'ouvrir lui causerait plus d'ennuis qu'elle ne pourrait en supporter. Harper fixa les cadrans, pensant à l'homme qu'il avait été. Obsédé par les chiffres, marmonnant sans cesse des dates, comptant tout. Elle essaya d'abord sa date de naissance. Rien. Celui de sa mère. Rien. Le jour où il avait acheté le ranch. Toujours verrouillé. Puis elle remarqua 3 légères rayures à côté des cadrans, de petits chiffres romains gravés dans l'acier. I, V et X1, 5 et 10. Mais dans quel ordre? Et que signifiait-il? Du gravier crissa à l'extérieur, des bottes lourdes, des pas délibérés. Quelqu'un arrivait, quelqu'un qui se déplaçait comme s'il était chez lui. Le cœur battant, Harper tendit la main pour prendre une poignée de terre afin de recouvrir le coffre-fort, mais avant qu'elle n'ait pu le faire, la porte de la grange s'ouvrit en grinçant. Un homme grand se tenait dans l'encadrement, large d'épaules, le visage à moitié caché sous le bord d'un chapeau. « Bonsoir, Harper, » dit-il doucement. La voix lui était familière. Je suppose qu'il l'a finalement déplacé. Il s'appelait Colander, le plus vieil ami de son père, et autrefois, son associé. Son regard balaya la scène, s'attardant sur le coffre-fort découvert et la terre fraîchement remuée. Je me demandais quand il allait enfin l'enterrer. Cela faisait des semaines qu'il parlait de le sortir de la maison. Je suppose qu'il n'a pas eu le temps de te le dire. Vous êtes au courant? Demanda Harper NSE Levant Lentaiment. Vous savez ce qu'il contient? Cole s'approcha, l'air sombre. Je connais ce coffre-fort depuis des années. Il se trouvait dans le placard de sa chambre. Nous avons mené une opération ensemble, l'extraction d'argent dans les contreforts. D'anciennes concessions de votre arrière-grand-père. Il s'avère que ce n'étaient pas seulement des légendes familiales. Elles étaient réelles. Harper cligna des yeux. Une exploitation d'argent? De quoi parlez-vous? Cole sortit un carnet usé de la poche de sa chemise, dont les pages étaient remplies de chiffres et de dates écrits à la main. Ton arrière-grand-père a jalonné plusieurs filons en 1950, mais ne les a jamais enregistrés officiellement. Il voulait garder le gouvernement à l'écart. Ton père a trouvé les documents dans le grenier, et depuis, nous exploitons discrètement la mine. Nous avons vendu de petites quantités à différents revendeurs, rien d'assez important pour éveiller les soupçons. Chaque dollar a été réinvesti dans la rénovation du ranch et l'achat de terre avec des droits miniers. Il planifiait ton avenir, Harper. Chaque poteau de clôture ici a été payé avec de l'argent. Avant qu'elle n'ait pu répondre, le grondement lointain d'un moteur rompit le silence, devenant de plus en plus fort et lourd. Ce n'était pas un pick-up. Un véhicule du gouvernement. Le visage de Cole pâlit. Ils nous ont trouvés plus vite que je ne le pensais. Qui? Demanda Harper.
Le bureau des enquêtes financières, répondit-il en se dirigeant déjà vers le coffre-fort. Ils ont suivi la trace des ventes de minerais et des achats immobiliers non déclarés, pensant qu'il s'agissait de blanchiment d'argent. Il y a 2 semaines, ils ont interrogé 3 des acheteurs avec lesquels ton père traitait. C'est là qu'il a paniqué, qu'il a déplacé le coffre-fort ici et qu'il l'a enterré. Le véhicule remonta l'allée, ses pneus crissant sur le gravier. Le bruit était trop précis, trop contrôlé, provenant de plusieurs moteurs. Le téléphone de Harper vibra. Un message provenant d'un numéro inconnu, nous sommes au courant des ventes d'argent. Nous sommes au courant des achats immobiliers. Coopérer et éviter les accusations criminelles. Elle leva les yeux vers Cole, qui était déjà en train de déboutonner sa veste. Ce coffre-fort, dit-il d'un ton pressant, contient tout. Les registres, les actes notariés, les preuves de propriété légale. S'ils le saisissent, ils gèleront tous les actifs et les qualifieront de preuves. Tu perdras tout en frais de justice avant même d'avoir pu prouver quoi que ce soit. Les portes du camion claquèrent à l'extérieur. Des voix s'appelèrent, calmes et professionnelles. Cole Croyson regard. Il faut ouvrir ce coffre-fort, maintenant. Harper retomba à genoux, fixant les chiffres griffonnés. I, V, X. Ce n'étaient pas des dates. Quelque chose de personnel. Harper, murmura Cole en jetant un coup d'œil vers la porte, comment ton père t'appelait-il quand tu étais enfant? Le souvenir lui revint soudain, ma petite numéro 1. Son premier anniversaire, sa chanson idiote. Son 5e, les bougies qu'elle avait exigées. Son 10e, la promesse de $10 en argent qu'il n'avait jamais réussi à acheter. 1, 5, 10. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tournait les cadrans. 1, 5, 10. Le dernier clic résonna comme un battement de cœur. Agents Federal. Sortez de la grange. Cria quelqu'un. Harper saisit la poignée et tira. La porte du coffre-fort s'ouvrit, lourde mais sans difficulté. À l'intérieur se trouvaient des dossiers soigneusement empilés, des rouleaux de billets, et brillant sous le faisceau de la lampe torche, des pépites d'argent brut enveloppées dans des sacs en tissu, chacune étiquetée avec la date d'extraction. Au-dessus se trouvait un portefeuille en cuir estampillé de lettres dorées, droit minier de la famille Lann. Cole Expira Lentaiment. C'est tout. Tout est légal. Permis d'exploitation minière, titre de propriété, études géologiques. La vérité. Mais les agents étaient déjà à la porte. Sortie arrière, siffla Cole en montrant les planches lâches derrière les bottes de foin. Le camion est derrière la remise. Ils se glissèrent dans l'interstice juste au moment où les portes d'entrée s'ouvraient derrière eux, les projecteurs balayant la poussière. Harper entendit des cris, le bruit des bottes, quelqu'un qui criait « Le coffre-fort est ouvert ». Les documents ont disparu. Le camion de Cole descendit silencieusement la colline, moteur éteint, jusqu'à ce que la grange disparaisse derrière eux. Harper serra le porte-documents en cuir contre sa poitrine. Combien de temps avant qu'ils nous trouvent? Demanda-t-il. Ça dépend de la vitesse à laquelle ils me traceront, répondit Cole. Ton père a conservé mon nom dans les registres miniers, donc ils commenceront par là. Mais tout ce qui se trouve dans ce dossier prouve que nous n'avons rien fait de mal. Les concessions remontent à plusieurs générations. Il s'engagea sur une route non goudronnée tandis que les phares balayaient les collines lointaines. La bonne nouvelle? Tu viens de devenir la propriétaire légale de l'un des filons d'argent non enregistrés les plus riches du comté. La mauvaise nouvelle? Les fédéraux n'aiment pas qu'on leur passe devant. La cachette de Cole était une modeste ferme perchée au bord de la vallée de Dry Creek, à une trentaine de kilomètres du ranch Lann. De l'extérieur, elle semblait abandonnée, avec sa peinture écaillée et ses volets déformés par le soleil et le vent. Mais à l'intérieur, le sous-sol racontait une autre histoire. Derrière un faux mur, Cole avait construit une pièce remplie d'armoires de classement, de coffres-forts scellés et d'éclairage industriel. Ton père m'a aidé à construire ça, dit-il en actionnant un interrupteur qui plongea la pièce cachée dans une lumière blanche stérile. Il disait qu'un jour, nous aurions peut-être besoin de protéger ce qui comptait vraiment. Harper posa le porte-documents en cuir sur la table métallique et l'ouvrit d'une main tremblante. Ce qu'elle découvrit à l'intérieur lui fit oublier sa peur pendant un instant. Des cartes dessinées à la main, des études géologiques datant des années 1950, des rapports d'analyse confirmant la présence de riches filons d'argent sous la propriété Lann et des lettres signées par son arrière-grand-père, Walter Lann.
Chaque page témoignait de l'héritage que son père s'était battu pour protéger. Cole sortit un autre classeur d'une étagère. Il avait tout organisé. 3 ans de registres miniers, de registres de vente et d'achat. Chaque transaction était comptabilisée, mais non déclarée aux autorités fédérales. Il pensait que tant que la fiducie détenait la propriété, les revenus étaient des revenus familiaux internes, non imposables. Harper secoua lentement la tête. Mais ce n'est pas ainsi que le gouvernement voit les choses. Cole haussa les épaules. Non. Mais c'est ainsi que votre arrière-grand-père a rédigé la fiducie. Il l'a appelée Lan Heritage Estate, le patrimoine LAN. Elle comprend les droits miniers, les droits sur l'eau et quelque chose appelé privilège d'extraction souterraine. Harper Franca Les Sourcels. Souterraine quoi? En gros, tout ce qui se trouve sous les terres de votre famille, argent, gaz, pétrole vous appartient. Légalement. Il lui tendit un contrat jauni, daté de 1953. Il était brillant. Il a obtenu les droits exclusifs sur tout ce qui se trouve sous la limite de la propriété. Harper fixa les vieux papiers, le cœur battant à tout rompre. Son père n'avait pas caché un crime. Il avait protégé une fortune. Son téléphone vibra sur la table. Pell and Canoe. Elle répondit en mettant le haut-parleur. Madame Lan, ici l'agent spécial d'Anna Mercé, du Bureau des enquêtes financières. Nous devons vous parler immédiatement. À propos de quoi? D'Amanda Harper. À propos de l'opération non déclarée que votre défunt père menait avec Monsieur Colander. Nous vous donnons une chance de coopérer. Harper regarda les documents étalés sur la table, preuve de légitimité, propriété familiale, héritage légal. Nous n'avons rien à cacher, dit-elle. Alors rendez les documents que vous avez retirés de la propriété, dit Mercé d'un ton plus sec, ou vous serez accusé d'entrave à la justice. Cole S. pencha vers elle. Ne dis plus un mot, murmura-t-il. Harper coupa le son du téléphone et expira. Ils ne sont pas là pour confirmer la légalité, dit-elle doucement. Ils sont là pour tout confisquer avant que nous puissions prouver notre propriété. Cole acquiesça d'un air sombre. Exactement. Et il ne travaille pas seul. Il attrapa son ordinateur portable et ouvrit les registres de propriété. Je fais des recherches depuis la mort de ton père. Ce n'est pas le bureau qui a ouvert cette enquête, mais Méridian Industrial. Ce sont les promoteurs immobiliers qui construisent le nouveau centre commercial à l'est de la ville. Devine quoi? Leur chantier se trouve sur un terrain lié aux droits miniers de ta famille. Harper écarquilla les yeux. Donc Méridian a utilisé les fédéraux pour ouvrir la voie à son projet. C'est ce que je pense. Ils ont demandé au bureau de saisir les actifs, d'invalider la fiducie, puis d'acheter le terrain à bas prix. Cole tourna l'écran vers elle des articles de presse sur le prochain projet immobilier d'1 milliard de dollars de Méridian. Ils ont trop d'argent en jeu pour s'arrêter maintenant. Dehors, des phares balayèrent brièvement le chemin de terre. Une berline noire s'arrêta devant la ferme. Le cœur de Harper bondit, mais Cole jeta calmement un coup d'œil à travers les stores. Des plaques d'immatriculation gouvernementale, murmura-t-il. Ils nous surveillent. Harper serra le dossier plus fort dans ses mains. Et maintenant? Maintenant, dit Cole, nous nous préparons. Votre père avait prévu cela. Il a engagé un avocat spécialisé dans les droits miniers il y a des années, Marcus Wynne, du bureau d'Austin. Je lui ai envoyé les dossiers il y a 1 heure. Il jeta un coup d'œil à son téléphone. Il est en train de les examiner. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Cole sonna. Monsieur Ander, Madame Lan, dit une voix posée dans le haut-parleur, j'ai examiné vos documents. Le Lan Heritage Trust est juridiquement valide, mais nous avons un sérieux problème. Méridian a déposé une plainte préventive il y a 3 semaines afin d'invalider tous les trusts miniers antérieurs à 1960 en vertu des nouvelles lois environnementales. Ils essaient de rendre vos droits familiaux nuls et non avenus. Harper S. frauda Lufront. Donc toute cette enquête est un coup monté par l'entreprise, termina Wynne. Ils ont engagé des détectives privés ayant des relations au niveau fédéral pour pousser Fininvest à ouvrir une enquête. C'est intelligent. Même si vous êtes innocent, vous passerez des années devant les tribunaux pendant que Méridian exploitera le terrain. Cole jura doucement. Il doit y avoir un moyen de renverser la situation. Il y en a un, dit Wynne.
Les documents déposés par votre arrière-grand-père comprenaient quelque chose d'unique. L'enregistrement d'une fiducie familiale en vertu d'une clause de fondation privée. Cela signifie que vos droits miniers sont considérés comme des actifs caritatifs, et non comme des revenus privés. Si nous pouvons le prouver, Fininvest perdra sa compétence. Mais nous devons tout présenter demain matin au tribunal du comté. Harper expira lentement. L'agent Mercer a déjà exigé que nous nous rendions ce soir. Ignorez-la, dit Wynne. Elle bluffe. Apportez les documents de la fiducie, les registres en argent, tout. Je vous retrouve là-bas à 9h pile. Cole mit Finn à l'appel. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Il commença à ranger les documents dans des dossiers étanches, enfermant le reste dans un deuxième coffre-fort encastré dans le mur de béton. Si quelque chose arrive, les duplicata resteront ici. Cachés. Harper l'aida à organiser les dossiers, l'esprit envahi par les possibilités et les craintes. À l'approche de l'aube, la ferme bourdonnait d'une tension silencieuse. La berline noire était toujours garée dehors, le moteur tournant au ralenti. Harper n'avait pas dormi, ses pensées tournant en rond autour de la même vérité. Son père était mort en protégeant quelque chose qui pouvait tout changer. Quand elle sortit enfin pour prendre une bouffée d'air frais, elle vit les contours de la vallée s'étendre dans le brouillard. Sous cette terre se trouvait de l'argent, du gaz et des droits valant des dizaines de millions, qui lui appartenaient tous. Mais la richesse avait déjà coûté la vie à son père. Que lui en coûterait-il de la défendre? À l'intérieur, Cole rangeait des documents dans une mallette en cuir. Une fois que nous aurons montré ces papiers, les fédéraux laisseront tomber, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. Et Méridian? Demanda Harper. Ils trouveront un autre moyen. L'argent ne se laisse pas facilement abandonner. Elle jeta un nouveau coup d'œil à la fenêtre, les phares de la berline clignotèrent une fois, comme pour signaler quelque chose. Laissez-les regarder, murmura-t-elle. Ils vont bientôt apprendre que les LAN ne se laissent pas intimider facilement. Le soleil matinal perçait à peine la brume lorsqu'Harper et Cole arrivèrent au palais de justice du comté. Le bâtiment, une structure vieillissante en grès et en verre, semblait les observer avec la même suspicion qui assombrissait désormais chacun de leurs mouvements. Un SUV gouvernemental isolé était garé à l'entrée, ses vitres teintées reflétant le ciel pâle. Harper tenait fermement sa mallette en cuir, comme si elle contenait non seulement des documents, mais aussi les derniers fragments de l'honneur de son père. Cole scrutait la place, à l'affût de tout ce qui semblait suspect. À l'intérieur, le hall en marbre dégageait une légère odeur de cire et de papier. L'avocat Marcus Wynne attendait près du bureau du greffier. Grand, calme, les cheveux argentés lissés en arrière, il avait tout du professionnel qui avait mené trop de guerres d'entreprise pour reculer devant une nouvelle. « Vous êtes là ?» dit-il en serrant la main de Harper. « J'ai préparé la requête pour préserver votre demande. Une fois qu'elle sera déposée, aucune agence ne pourra saisir ou vendre vos biens sans contrôle judiciaire. » Il baissa la voix. « Mais j'ai également appris que l'agent Mercer est déjà là, elle a déposé une déclaration sous serment concurrente à l'aube. » Cole fronça les sourcils. « Ce qui signifie ? » Ce qui signifie qu'elle essaie de faire classer votre propriété comme zone d'enquête active, ce qui gèle tout. Si cette requête est acceptée, la fiducie n'aura plus d'importance. Vous serez légalement empêché de toucher un centime jusqu'à ce que le bureau ait terminé. Harper sentit le poids de cette simple phrase, « jusqu'à ce que le bureau ait terminé ». Son père avait toujours dit que le gouvernement ne lâchait jamais prise une fois qu'il avait mis la main sur quelque chose de précieux. Ils entrèrent dans la salle d'audience 3B, où présidait la juge Eleanor Marsh. L'atmosphère était tendue. L'agent Mercer se tenait à la table opposée, flanqué de 2 agents fédéraux et de sa propre mallette. Son expression était calme, presque étudiée. « Madame Lann » salua-t-elle froidement. « M. Henders. » Wynne acquiesça brièvement. « Agent Mercer, mes clients ont pleinement coopéré. Il n'y a aucune raison de saisir quoi que ce soit. » Le regard de Mercer se posa sur Harper. « Votre père a mené une opération d'extraction illégale pendant plus de 3 ans. C'est une raison suffisante. Nous veillons simplement à ce que ces actifs ne soient pas détruits ou dissimulés. » When posta les documents du Lane Heritage Trust sur la table. Vous faites référence à des actifs appartenant à une fondation caritative enregistrée créée en 1953. Cette fondation est antérieure à votre agence. Elle est exemptée de la juridiction du Bureau des enquêtes financières.
La juge ajusta ses lunettes. Est-ce exact, agent Mercé? Mercé hésita juste un instant, mais cela suffit. Votre honneur, l'authenticité de ces documents est en cours de vérification. L'authenticité? Répéta Wynne. Ce sont des originaux certifiés, notariés et archivés au Bureau des archives de l'État. J'ai des copies vérifiées par le ministère de l'Intérieur. La juge se pencha en arrière. Alors, jusqu'à preuve du contraire, cette cour reconnaît la Lann Heritage Foundation comme une entité fiduciaire légitime. Harper ressentit un soulagement intense, bref et fragile. Mais Mercé n'avait pas fini. Votre honneur, dit-elle d'un ton suave, le bureau a des raisons de croire que cette fiducie a été exploitée pour dissimuler des produits criminels. Nous ne contestons pas son existence, mais nous gelons ses actifs jusqu'à ce que nous confirmions sa conformité. Marsh Sapira. Et combien de temps prendrait un tel examen? Le sourire de Mercé n'atteignait pas ses yeux. 6 à 12 mois. WYNN Serra Las Macoiras. Ce n'est pas un examen, c'est une confiscation par la bureaucratie. Le juge leva la main. Assez. J'autorise la protection temporaire des actifs pendant 30 jours. Les deux parties soumettront des documents, et je déterminerai ensuite la juridiction compétente. Le marteau frappa, et la salle d'audience se vida dans un murmure. Harper sentit ses genoux fléchir. Cole la soutint par le bras. 30 jours, dit-il. On peut y arriver. Mais Mercé les intercepta à la porte. Madame Lann, dit-elle doucement, vous ne comprenez pas ce que vous avez entre les mains. Ces dossiers ne prouvent pas seulement la propriété, ils révèlent un réseau qui exploite les baux fonciers fédéraux depuis des décennies. Votre père est tombé sur quelque chose de plus important qu'une mine d'argent. Harper Croysa son regard. Alors peut-être est-il temps que quelqu'un termine ce qu'il a commencé. Mercé se pencha vers elle et baissa la voix. Soyez prudent. Vous pensez que Méridian est votre ennemi? Ce n'est qu'une façade. Le bureau leur fournit des informations depuis des années. Partez avant d'être enterrés avec les autres. Elle se retourna et s'éloigna dans le couloir, laissant Harper stupéfait et silencieux. Cole marmonna, qu'est-ce que ça veut dire? Wynne se frotta le menton d'un air pensif. Ça veut dire que les documents de ton père contiennent plus que des données minières. Ils pourraient révéler une fraude en matière de baux, et pas seulement de la part de Méridian. Si c'est vrai, tu détiens des preuves qui pourraient faire échouer plusieurs contrats fédéraux. Le pouls de Harper s'accéléra à nouveau. Alors nous pouvons les utiliser, dit-elle. Dénoncez-les tous. Le ton de Wynne se durcit. Attention. Une fois que vous aurez rendu cela public, vous aurez des ennemis plus puissants que Méridian n'aurait jamais pu l'imaginer. Ils quittèrent le palais de justice et roulèrent vers le sud en direction du ranch. La poussière traînait derrière leurs camions comme de la fumée. Le silence entre eux était lourd de trop nombreuses révélations. Quand ils arrivèrent enfin à la propriété, Harper remarqua que quelque chose n'allait pas. Le portail était ouvert, la serrure avait été forcée. Cole se gara, la main instinctivement tendue vers le revolver dans la boîte à gants. « Reste ici », murmura-t-il en sortant. Mais Harper le suivit, le cœur battant à tout rompre. La porte principale de la maison était entr'ouverte. À l'intérieur, les tiroirs étaient ouverts, des papiers éparpillés, des empreintes de pas dans la poussière. Celui qui était venu ne cherchait pas d'objet de valeur, mais quelque chose de précis. Cole trouva le compartiment secret sous le plancher, vide. Ils ont pris les fichiers de sauvegarde, dit-il d'un ton sinistre. Harper sentit son estomac s'enouer. Comment? Seul toi et moi étions au courant. Et Wynne, marmonna Cole, sans grande conviction. Harper secoua la tête. Non. Il n'aurait pas fait ça. Cole hesita. Alors quelqu'un nous a écoutés. Peut-être le bureau. Peut-être Méridian. Cette nuit-là, alors que le vent hurlait dans la vallée, Harper s'assit près de la fenêtre, fixant l'obscurité. Au loin, de faibles phares se déplaçaient le long de la crête, trop lentement pour être ceux de voitures qui passaient. Une surveillance. Ils observaient, attendaient. Les vieilles paroles de son père résonnaient dans son esprit. Ne cache jamais la vérité par peur. La peur n'est qu'une autre forme de contrôle. Elle se leva, se dirigea vers le bureau et ouvrit le seul dossier restant, celui intitulé « Correspondance fondatrice ».
À l'intérieur se trouvaient des lettres échangées entre son arrière-grand-père et un sénateur dans les années 1950, discutant de la copropriété de terrains miniers s'étendant au-delà des terres familiales, sur un territoire désormais géré par le bureau lui-même. C'était ça. La pièce manquante. Le bureau n'enquêtait pas sur un crime, il protégeait sa propre corruption. Lorsque Cole revint dans la pièce, elle lui montra la lettre. Il la lut 2 fois, le visage pâle. Cela change tout. Si ces terrains chevauchent des terres fédérales et que votre fiducie prouve que vous en étiez le propriétaire antérieur, les baux du bureau sont invalides. Des milliards de contrats deviennent nuls du jour au lendemain. Harper acquiesca lentament. Maintenant, je comprends pourquoi mon père est mort avant de pouvoir me le dire. La tempête arriva cette nuit-là sans prévenir, balayant la vallée de Dry Creek avec des trombes d'eau et des coups de tonnerre qui faisaient vibrer les fenêtres du ranch. Harper se tenait près du bureau, le vieux revolver de son père à côté de la pile de documents, comme si les fantômes de tous les ancêtres Lan les observaient. Cole faisait les 100 pas dans le salon, parlant doucement au téléphone. « Marcus, ils nous ont attaqués cette nuit. Les duplicata ont disparu. Celui qui les a pris savait exactement où les trouver. » Une pause. « Tu es sûr que les originaux sont toujours en sécurité ?» La voix de Wynne était parasitée par des grésillements. « Oui, mais nous avons un autre problème. Je viens de recevoir une assignation à comparaître. Il me demande de témoigner demain devant un comité fédéral. Quelqu'un accélère les choses. » Harper se pencha vers la fenêtre. À travers le rideau de pluie, elle aperçut à nouveau des phares, mais cette fois-ci, il n'y en avait pas un ou 2. C'était un convoi. 3 SUV avançaient lentement sur le chemin de terre comme des bêtes sombres. Cole recrocha. « Nous avons de la visite, dit-il d'un ton grave. Tu es prête ? Harper acquiesça, le cœur calme malgré la peur. Qu'ils viennent point, les véhicules s'arrêtèrent devant le portail. Les portes s'ouvrirent et des hommes en sortirent, certains vêtus de vestes du bureau, d'autres en costumes ordinaires. L'agent Mercé était parmi eux, le visage dur sous les lumières clignotantes. Elle s'approcha lentement, les mains bien en évidence. « Madame Lan, appela-t-elle à travers la pluie, nous devons parler. » Cole murmura, « C'est un piège. » Mais Harper sortit sur le porche, les cheveux trempés par la pluie. « Vous êtes déjà entré par effraction une fois, dit-elle. Pourquoi ne pas simplement enfoncer la porte à nouveau ? » La voix de Mercé était calme. « Parce que cette fois, je ne suis pas ici pour vos dossiers. Je suis ici pour la vérité. » Elle tendit une petite clé USB. « Cela m'a été envoyé anonymement à mon bureau il y a 2 heures. Des enregistrements audio, votre père et un directeur régional du bureau, datés d'1 semaine avant sa mort. Vous devriez les écouter. » Harper hésita, puis prit la clé. À l'intérieur, le générateur ronronnait tandis que Cole la branchait sur l'ordinateur portable. Le fichier se lança, la voix fatiguée mais assurée de son père emplit la pièce. « Vous ne pouvez pas simplement réécrire les registres de propriété, John. La fiducie est antérieure à vos baux. Vous enfreignez la loi fédérale. » Une autre voix répondit, douce et bureaucratique. « Vous signez la dissolution, Monsieur Lane, et cette enquête disparaîtra. Si vous ne le faites pas, vous risquez de ne pas survivre au stress. » Puis une bagarre, un claquement de porte et le silence. Harper se fija. Ils l'ont menacé. Mercer acquiesca. Le directeur du bureau qui a prononcé ces mots était mon supérieur. Il détournait depuis des années les profits des baux miniers vers des comptes offshore. Ton père avait trouvé la preuve. Cole Sarah less points. Donc, il ne s'agissait pas des crimes de son père, mais de couvrir les leurs. Exactement, dit Mercé. J'ai passé le mois dernier à fouiller dans des dossiers confidentiels. Le projet Méridian servait de couverture pour blanchir les profits tirés de faux contrats environnementaux. Les documents de votre père étaient la seule chose qui pouvait le révéler au grand jour. Le tonnerre gronda à nouveau. Harper fixait la pluie qui ruisselait sur la vitre. Et maintenant ? Vous les remettez et vous les faites disparaître à nouveau ? Mercer secoua la tête. Non. Nous les divulguons. J'ai déjà envoyé des copies des enregistrements et des documents à 3 journalistes. Ils seront diffusés à minuit. Elle fit demi-tour pour partir, mais Harper la retint. Pourquoi nous aider ? Mercer hesita. Parce que votre père a essayé de m'avertir avant de mourir. Je ne l'ai pas écouté. C'est peut-être ma façon de me racheter.
Soudain, des coups de feu déchirèrent la nuit. Des balles traversèrent les fenêtres, projetant des éclats de verre. Cole poussa Harper au sol en criant « Baisse-toi !» Dehors, des silhouettes sombres se déplaçaient près de la lisière des arbres. Ce n'étaient pas des agents du bureau, mais des agents de sécurité privée, l'équipe d'intervention privée de Meridian. Mercer sortit son arme de poing et cria dans sa radio « Unité Delta, code noir. Nous sommes attaqués !» Le chaos éclata. Les lumières du porche volèrent en éclats, la pluie se mêlant à la poussière et à la fumée. Harper rampait vers le coffre-fort, serrant le dossier en cuir, tandis que Cole ripostait depuis la porte. Les minutes semblaient durer des heures. Des sirènes retentissaient au loin, les unités du shérif arrivaient à toute vitesse. Lorsque les coups de feu cessèrent enfin, les assaillants avaient disparu, se retirant dans la tempête. Cole avait été légèrement blessé au bras, son sang se mélangeant à la pluie, mais il était vivant. Mercer se tenait sous le porche, haletante, la radio grésillant d'informations. « Ils battent en retraite », dit-elle. « La voie est libre. » Harper baissa les yeux vers les documents trempés, dont les pages étaient floues mais intactes. « C'est fini ?» demanda-t-elle. Mercer secoua lentement la tête. « Pour eux, peut-être. Mais pour toi, ce n'est que le début. » À l'aube, le silence était revenu dans la vallée. Les camions des chaînes d'information étaient alignés le long de la route principale. La fuite avait été rendue publique pendant la nuit, et les gros titres défilaient sur les chaînes nationales. Scandale minier fédéral révélé au grand jour, le directeur du bureau fait l'objet d'une enquête. Harper observait la scène depuis le porche, enveloppé dans le vieux manteau de son père. Cole était assis à côté d'elle, le bras en écharpe, le visage marqué par la fatigue. « Tu as réussi, dit-il doucement. Ton père aurait été fier. » Harper esquissa un faible sourire. « Nous avons réussi. Mais le terrain coûte trop cher pour que l'on puisse parler de victoire. » Plus tard dans la journée, l'avocat Wynne arriva, muni de documents officiels. « Le tribunal a rétabli tous les droits miniers de votre famille, dit-il. La fiducie est maintenue. Vous possédez tout, de la crête à la rivière, y compris ce qui se trouve en dessous. » Harper prit les documents, mais ne les ouvrit pas. « Il est peut-être temps de laisser tomber, » dit-elle doucement. When acquiesca, comprenant. Parfois, garder quelque chose n'est qu'un autre type de fardeau. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Harper se rendit à l'ancienne grange où son père avait enterré le premier coffre-fort. La terre était encore marquée par les traces de creusage, mais l'herbe avait déjà commencé à pousser. Elle s'agenouilla et posa sa paume sur le sol. « C'est fini, papa, » murmura-t-elle. « Ils ne peuvent plus nous le prendre. » Le vent emporta ces paroles à travers la vallée, qui s'évanouirent dans le silence du crépuscule. Cole la rejoignit, observant l'horizon se teinter d'or. « Et maintenant, que va-t-il se passer ?» demanda-t-il. Harper se leva, essuyant la terre sur ses mains. « Maintenant ?» Elle regarda vers les collines, où les premières lueurs de la prochaine tempête scintillaient au loin. « Maintenant, nous reconstruisons pas seulement le ranch, mais la vérité. » Alors qu'ils retournaient vers la maison, les nuages se déchirèrent, répandant leur lumière sur la vallée. Les terres d'Elan, meurtries, obstinées et intactes, brillaient comme de l'argent sous le soleil, comme si la terre elle-même était enfin libre de respirer à nouveau.